Je réserve mon introduction, le début de mon introduction pour l'écrit, car cela vient rappeler des choses que nous avons tous vues depuis 2 jours. Je reprends mon propos à un moment qui est important, me semble-t-il, qui est les temps présents, qui sont marqués par le défi de la normativité contemporaine. Un défi, me semble-t-il, auquel finalement nous a préparé Michel Foucault, et c'est l'un des premiers enseignements de ce colloque. Un défi qui consiste, pour nous en tout cas en tant que chercheurs, à ne pas ajouter côte à côte des compétences et des savoirs de spécialistes, mais qui exige de nous d'élaborer un savoir commun. C'est un défi de taille qui requiert de chacun d'être un peu historien, un peu philosophe, un peu juriste, un peu sociologue, un peu linguiste, et de nos jours beaucoup gestionnaire, éthicien et technicien. Alors on fait certainement tout cela un peu mal, mais peu importe et j'y reviendrai. Les contributeurs de ce colloque ont eu ainsi beaucoup de mérite de relever le gant. Et je commencerai d'emblée par citer l'exemple de Maxime Charité, qui nous rappelle les propos de Foucault sur le commentaire de texte. Donc un propos dans une autre discipline que celle du droit, et qui démontre tout son intérêt pour les commentaires autorisés des décisions du Conseil constitutionnel. Magnifique exercice interdisciplinaire. Alors la doctrine du Conseil constitutionnel est riche. Résumés de décisions, commentaires, dossiers documentaires, communiqués de presse, table analytique. Dans cet ensemble, le commentaire autorisé porte sur une décision rendue et est élaborée par le Conseil lui-même, son secrétaire général ou un des membres du service juridique. Alors pour qui veut jauger la normativité de ce texte, de ce commentaire sur la décision de justice, les propos de Foucault sur le commentaire de texte est efficace, comme le montre Maxime. En distinguant la norme juridictionnelle de la norme jurisprudentielle, au cœur de la décision commentée, le commentaire autorisé se révèle être normatif sur les deux, mais davantage sur la seconde que sur la première. Je vous renvoie à son analyse qui se termine sur une très belle définition, en tout cas qui inclut, c'est pas tout à fait la fin, qui inclut une très belle définition proposée de la normativité, ajustée au commentaire autorisé, mais qui, me semble-t-il, est pertinente bien au-delà. Plus généralement, quel que soit leur objet d'étude et leur angle, la richesse des découvertes de tous les communicants de ce colloque permet de mettre en perspective la manière dont Foucault, tant l'homme engagé que le chercheur clinique, se situe face à la norme. La réponse, ou du moins l'hypothèse proposée, pourrait apparaître claire, tant la norme est au centre des travaux de Foucault. Or, contre toute attente, la recherche de la posture normative de Foucault est une tâche délicate. De toute évidence, elle se conjugue au pluriel. Il revêt des postures normatives. Ainsi, l'exercice mené pour la première fois pour l'identification d'une posture normative à propos de celle de Roland Barthes bénéficie peu de cette expérience. Chez Barthes, la norme apparaît d'abord comme être totalement absente de sa pensée, pour se révéler finalement être, sous d'autres termes peut-être, au cœur de celle-ci, et plus encore de la personne même de l'auteur et de l'homme. Barthes est un être affecté par les normes, selon la belle expression de Jacqueline Guittard et d'Émeric Nicolas. Barthes s'est dégagé dans la vie, dans sa vie, un quotidien pour s'affranchir du poids des normes sociales, trop bourgeoises à son goût, et dans son œuvre, un ensemble de réflexions, plutôt que d'outils et de concepts, ce qui va faire une différence avec Foucault, pour débusquer et déloger les aspects normatifs sclérosants du langage, de la littérature, de la photographie, de la mode, de la publicité, du symbolisme, et plus généralement du symbolisme de nos actes en société. À travers tout cela, et par-delà la critique, se dégage une tension vers la recherche d'une autre normativité du quotidien, plus respectueuse du corps, plus libératrice de la vie. Dans ce sens, la posture normative de l'affranchissement me semble bien résumer le quotidien et le dessein de Barthes. Alors, vous allez me demander, et le professeur Mazère, juste à côté de moi, l'a déjà fait, mais qu'est-ce donc qu'une posture normative ? Eh bien, c'est là une question que je souhaiterais laisser en suspens, car elle fait l'objet d'une réflexion d'une manière un peu constructiviste, c'est-à-dire qui a pour but de ne pas prédéfinir les choses, mais de les laisser la définition pour la fin, quand bien même cela serait pertinent. Pour éclairer un petit peu, toutefois,
ce que j'ai en tête, puisque je vais quand même expliquer et utiliser cette expression ici, c'est qu'il s'agit d'une posture face à la norme qui est normative, c'est-à-dire qui résulte d'une moyenne, d'une régularité de comportement, qui manifeste un idéal, pensé ou non, conscientisé ou non, imposé ou non, qui vient de soi ou qui vient d'ailleurs. Donc la difficulté de cette définition, c'est la difficulté de la posture normative elle-même, qui n'est pas une attitude en plus de la norme, mais plutôt son intégration par l'individu, l'intégration de la norme par l'individu, dans sa psyché, dans son corps. Voilà pourquoi Foucault est tout à fait utile pour penser les postures normatives, expression qu'il emploie d'ailleurs dans son œuvre. Je ne fais pas de citation pour ne pas trop perdre de temps, mais c'est une de ces expressions. Voilà pourquoi il est utile, comme on a pu le vérifier dans ce colloque, puisqu'il ne distingue pas en les séparant dans sa relation de pouvoir. Guillaume Roux nous le disait, nous le rappelait il n'y a pas très longtemps, d'un côté l'émetteur, d'un côté le destinataire de la norme, en faisant deux temps distincts de la production normative. Non, c'est confus d'une certaine manière, c'est-à-dire c'est imbriqué. Pas de norme sans son intégration, sans sa réception, sans son application, sans donc sa résistance. Alors bien que l'introduction de Jacqueline et d'Emeric ait établi les connexions avec Barthes, et notamment les critiques qu'ils ont essuyées pour défaut de scientificité, la posture de Foucault est sans commune mesure par rapport à celle de Barthes. Frontal et froid, comme son regard le laisse paraître dans l'affiche du colloque et dans la grande majorité des photos rendues publiques, Foucault vise la norme et en fait son objet d'étude. Elle lui apparaît comme la clé de compréhension des savoirs et des pouvoirs issus de la période moderne. À ce titre, Foucault n'aura eu de cesse tout au long de son œuvre de fournir des outils conceptuels nouveaux, contrairement à Barthes, forgés sur mesure, pour revisiter l'histoire et pour s'engager au présent. La gouvernementalité, le biopouvoir, la discipline, sa notion du discours, sa critique de la centralité du pouvoir de l'État, sa définition même de la norme dégagée de la loi, sont autant de legs utilisés ou inspirant de nombreux chercheurs contemporains. Réciproquement, la norme elle-même aura eu son effet sur Foucault, lequel entretint une relation dialectique avec elle, comme nous le font prendre conscience Benoît Friedman et Nathan Génicaud. La norme a été un objet d'étude de Foucault et en retour, la norme a modifié le programme de recherche de Foucault. Trois périodes dans son œuvre peuvent en ce sens apparaître comme se succédant. La période de l'archéologie des savoirs dans les années 60, de la généalogie du pouvoir dans les années 70, et celle du gouvernement de soi dans les dernières années de sa vie, c'est-à-dire jusqu'en 84. Cette chronologie, selon Nathan, masque toutefois une période interstice, celle de la dynastique, se situant entre l'archéologie et la généalogie. La dynastique est une approche plus dynamique de la normativité qui permet de voir comment les discours se sont formés historiquement, point aveugle de Les mots et les choses, selon la célèbre critique de Sartre. Par cette approche, Foucault montre que l'enquête qui succède au Moyen-Âge aux Ordali constitue une forme juridique de détermination du vrai, une instance de véridiction. En conséquence, c'est le droit qui apparaît comme la forme générale du savoir nouveau. Autrement dit, le droit a ici une fonction épistémologique. Benoît Friedman montre alors, à son tour, que cette approche est féconde pour l'analyse des formes contemporaines de la normativité, de sorte que Foucault, ici, n'apparaît pas dépassé, mais bien conforté. Ainsi, le droit global s'accommode bien volontiers d'une analyse foucaldienne. Les dispositifs du droit global démontrent que le droit demeure une instance de véridiction. Ces dispositifs proviennent d'une compétition, d'une lutte par les parties, et non d'une construction rationnelle. Il n'y a pas d'institution à l'œuvre, mais une institutionnalisation de ces dispositifs. Foucault utilise Nietzsche pour expliquer ou du moins suggérer cela. Autrement dit, il recourt à un langage non scientifique, donc difficile d'accès pour le chercheur sur les normes. La posture normative de Foucault apparaît ainsi complexe car plurielle. Dans sa vie, Foucault s'engage dans des combats sans être pour autant militant, ni donneur de leçons ou même stratège, selon ses propres termes issus d'une interview. Dans son œuvre, c'est le scepticisme qui domine, sceptique à l'égard du pouvoir comme des moyens de s'en affranchir. Il est engagé, mais sans naïveté. Il nous offre un espoir, mais alors sans illusion. Seule l'action compte pour lui, et peu importe le résultat. Il faut se battre simplement. Il fallait néanmoins un qualificatif
pour tenter, de mon point de vue, de rassembler de manière unitaire les postures normatives de Foucault. Et alors, me semble-t-il, cet adjectif, ce serait celui du critique et de la critique. Je vais vous expliquer. Une critique d'abord, qui apparaît être autant savante que citoyenne, autant scientifique que spontanée. Et plus précisément, la posture du critique, comme on la trouve en gastronomie ou pour le cinéma. C'est la posture du spectateur avisé qui analyse avec expertise, un regard clinique, qui juge sur pièce, jamais dans l'abstrait, et dans le devoir de vérité et d'objectivité, et dont, pardon, le devoir de vérité et d'objectivité ne le contraint pas à la passivité, mais au contraire l'autorise ponctuellement à l'engagement public, voire au combat politique. Le critique est celui qui se permet de voir, d'analyser et de critiquer la norme, tout en se considérant comme hors norme. Le propos d'ouverture d'Emmanuel Jolland le démontre sans conteste. Foucault a été très critiqué pour avoir largement réduit le droit à sa portion souveraine congrue, alors qu'il est possible de voir chez Foucault une évolution dans sa pensée, qui manifeste une possible histoire des formes juridiques. Après avoir présenté les 3 premières formes, professeur Jolland se propose de montrer que Foucault, en creux de certains de ses articles et ouvrages, conçoit finalement une 4e forme qui peut être qualifiée de droit relationnel, selon les termes mêmes de Foucault. Le critique se transforme alors en un créatif qui a l'espoir d'un droit des gouvernés à se gouverner eux-mêmes. Le droit relationnel apparaît alors comme un droit de demain, un droit potentiel, qui nous ouvre des perspectives en tant que lecteur de Foucault et chercheur sur les normes. L'exercice d'Emmanuel Jolland, à partir d'un ouvrage de Roussel, cher à Foucault, en est déjà une première manifestation très originale. Je vous renvoie évidemment à la fin de son propos. Michel Foucault revêt ainsi la posture du critique face à la norme, en tant qu'homme et en tant que chercheur, qui déploie une critique vigoureuse mais désillusionnée, et propose une réflexion conceptuelle nous incitant en tant qu'individu dominé à une posture normative critique, une posture pratique, loin de toute posture de principe. J'aimerais donc d'abord détailler cette posture normative du critique de Michel Foucault, qui est une posture de chercheur et qui nous intéresse en tant que chercheur, et de voir ensuite la posture normative critique de l'individu qui nous intéresse tous en tant qu'individu, en tant qu'homme, en tant que citoyen. La posture normative du critique Michel Foucault, elle ne peut pas se comprendre sans comprendre quelle est l'épistémologie de Foucault, qui est une épistémologie critique. Guillaume Roux explore pour nous la posture du chercheur Foucault de ce point de vue-là, c'est-à-dire quelle attitude se donne-t-il de suivre en matière de recherche. L'épistémologie concoctée sur mesure par Foucault pour son propre programme de recherche est sans l'ombre d'un doute constructiviste, un constructivisme banal, pour citer Guillaume. Adapté à chaque objet de recherche, en évolution tout au long de son œuvre, l'épistémologie constructiviste de Foucault crée une méthode idoine, sans présupposer de principe. La théorie se montre sous ce jour inséparable de la pratique, si bien que c'est l'action, la réaction, le rapport de force, l'événement, l'accident historique qui se théorisent, et non les grandes théories qui s'illustrent par l'histoire, et un renversement. Le savoir, inséparable du pouvoir, n'existe pas dans l'abstrait, ni ne se pose en chapitre préliminaire. En retour, le savoir apparaît alors comme étant déjà politique, de sorte que Foucault peut appeler à l'insurrection des savoirs lorsqu'il s'agit de s'engager dans l'action. À travers cette ontologie du présent, voilà qui nous ouvre les portes de sa posture normative critique, une posture donc assise sur le constructivisme, un constructivisme, comme nous allons le voir, sceptique, pragmatique, réaliste et engagé. Alors je regarde quand même l'heure. Ah la vache. Donc vous l'avez compris, j'ai tenté de résumer chaque communication et de les insérer dans cette grille de lecture sur la posture normative. Alors, je ne vais pas avoir le temps de développer la démonstration. Donc je vais essayer de faire des coupes, je ne sais pas comment.
Alors cette posture normative du critique, elle commence par, bien sûr, la critique des normes disciplinaires. Foucault est d'abord reconnu pour sa critique radicale des normes disciplinaires. Dominique Messineo nous en offre une illustration avec les maisons de correction, il va même au-delà en soulignant, avec le cas de l'école de préservation de Montesson, ce que Foucault, trop sceptique, a peut-être manqué. Peut-être. Foucault aurait-il une posture normative critique trop caricaturale? Je me demande en écoutant Dominique Messineo. En effet, la norme disciplinaire a pour Foucault une fonction économique dans l'esprit du Capital de Marx, selon Dominique. Or, l'école de Montesson ne s'inscrit pas uniquement dans cette perspective en raison d'un rapport à la norme passé inaperçu. Dans cette maison de correction, ce sont les familles elles-mêmes qui placent leurs enfants dans un but d'émancipation sociale. Un jeu avec la norme par leur destinataire se met alors en place, qui conduit au détournement de la norme. Alors qu'à l'intérieur de l'école, la discipline, dans sa forme bien décrite par Foucault, règne, en amont, la sollicitation par les familles du placement de leurs enfants en détourne la finalité. Quelquefois, user de la norme permet en soi de la contourner. Une grande leçon s'en dégage. Je me demande ainsi si user de la norme en l'appliquant, mais dans une autre finalité, n'est pas plus désassujettissante que se libérer de la norme et sombrer inconsciemment dans un conformisme qui est la négativité même de la liberté individuelle. C'est une réflexion que j'ai eue hier avec Hervé et Jacqueline. Bon, je ne vais pas la détailler. Comme quoi le colloque se nourrit également de nos échanges en dehors de nos communications. Alors Nicolas Guillet poursuit l'étude et la critique des normes disciplinaires en nous rappelant que pour Foucault, elles ne s'adressent pas uniquement aux gouvernés, mais à l'État lui-même. Le droit des finances publiques contemporaines le démontre avec cette distinction essentielle et riche proposée par notre collègue. D'un côté, les dettes publiques appellent, en raison du fait qu'elles apparaissent comme un stock, une logique disciplinaire conduisant à l'assujettissement de l'État, alors que de l'autre côté, les budgets publics, qui répondent à une logique de flux, reposent sur une approche normalisatrice du comportement de l'État. Foucault nous montre en ce sens à quel point l'État est sous la surveillance du marché concurrentiel, c'est-à-dire le lieu de vérité par les prix. Alors, des procédures européennes et nationales de surveillance des représentants du peuple illustrent le recul de la démocratie par cet esprit ordolibéral, ce que nous montre bien Nicolas, et ces procédures sont redoublées par une autodiscipline de la loi française, comme l'illustre son recours au benchmarking. La posture critique de Foucault offre ainsi des outils conceptuels qui s'avèrent pertinents pour décrire l'évolution du droit contemporain. Pierre-Anne Forcadell revient quant à lui sur la conception du pouvoir chez Foucault. Là encore, Foucault critique la réduction trop commune du pouvoir au pouvoir étatique. Le pouvoir est le fruit d'une représentation théorique fondée sur des constantes statocentriques, alors que pour Foucault, le pouvoir lui apparaît au contraire comme une construction relationnelle en raison, donc horizontale et non verticale. La posture critique est une nouvelle fois originale, hors norme, car Foucault ne sombre pas pour autant dans le juste naturalisme. Le pouvoir se définit in fine comme une action sur l'action des autres et possède dès lors et procède et non, qu'est-ce que j'ai écrit? Et possède non et procède dès lors, pardon, d'une démarche normative en soi. Donc, si vous voulez, le geste normatif, il est à l'intérieur de la définition même du pouvoir chez Foucault. Alors, notre collègue va au-delà de ces analyses foucaldiennes en nous proposant de voir que sur la question de la représentation de la justice au Moyen-Âge, la posture critique de Foucault trouve ses limites en tombant dans l'écueil des biais qu'il dénonce pourtant. Alors, je renvoie à son propos. Je vais commencer mon travail de coupe, j'en suis vraiment confus. On est déjà à 20 minutes. Alors, je poursuis avec cette posture critique que nous présente Foucault à propos des nouvelles normativités. Alors on évoque souvent le numérique, l'intelligence artificielle au titre des nouvelles normativités. Il ne faut pas omettre la gestion et son pouvoir managérial. Johann Le Goff nous le rappelle avec force, en abordant une posture de recherche critique en gestion lui-même, il nous l'a dit d'ailleurs dans les réponses aux questions, en considérant la part d'idéologie dans la pensée gestionnaire, ce que, semble-t-il, tous ses collègues ne font pas. Les exemples savoureux, là il faudra un émoticône un peu particulier pour le terme savoureux, les exemples savoureux choisis par lui
parmi notre quotidien au travail et dans l'espace public, illustre par l'exemple le levier par lequel la gestion parvient à normer les comportements. Ce levier, caché, du discours gestionnaire est celui de la cruauté. Foucault, sur ce point, peut être un peu dépassé, je ne sais pas, je mets un point d'interrogation, dans la mesure où, s'il a vu le phénomène, il n'a peut-être pas rattaché à la gestion. Alors là, j'aurais dû intégrer votre réponse, je n'ai pas eu le temps, j'en suis désolé. La puissance normative de la gestion, qui constitue une absolue morale, repose sur la dialectique du corps iconique et du corps souffrant. En affichant le corps vers lequel je dois tendre, mais sans pouvoir y parvenir, la gestion montre l'idéal et le met à distance de nous, ce qui est source de souffrance. C'est alors tout un régime de la mise en scène, du regard que le management établit. Cette soumission par la cruauté s'avère plus efficace que le panoptique, selon Johann Le Goff. Je me demande pour ma part si la gestion n'est pas la normativité qui interdit le plus la posture normative du critique, de la critique qu'on va voir dans le deuxième temps, en ce qu'elle apparaît comme un horizon indépassable, tant elle est le lien entre toutes les normativités scientifiques, religieuses, techniques et juridiques. C'est une question, là encore, très vague pour l'instant. Vincent Forêt et Sébastien Pimon, pour leur part, arborent aussi eux-mêmes la posture du critique, avec un propos original sur ces nouvelles normativités qui, selon leur terme, instaurent un état de police diffuse qui forme la trame de nos vies contemporaines. Sur l'assise de Foucault, nos collègues explorent l'idée que le droit peut être lui-même le lieu, ou plutôt la forme, d'un contre-contre-droit, magnifique formule, c'est-à-dire d'une résistance à la gouvernementalité libérale. Certes, le droit est d'abord cause de son propre retrait normatif, en raison de l'idéologie de l'économie politique qui commande de moins gouverner pour mieux régir. Toutefois, il ne faudrait pas forcer l'enseignement de Foucault et occulter que le droit est aussi la forme intellectuelle de la désobéissance, pour reprendre les mots du doyen Carbonnier. S'il ne s'agit pas de dire que le droit se révèle être le mieux placé contre la raison d'État pour prendre la forme de la critique, l'on découvre que la posture normative du critique n'intéresse pas que le chercheur, mais aussi l'acteur du droit positif et le système juridique lui-même en son entier. Nos représentations intellectuelles peuvent ainsi se nourrir de cette posture pour édifier un renouveau qui installe le droit comme pratique effective de résistance. En ce sens, donner à l'individu citoyen la capacité d'exercer le droit véritablement, prévoir un enseignement juridique populaire pour faire en sorte que chaque citoyen soit un agent du droit, entendez un agent de résistance au contre-droit, donc un agent du contre-contre-droit. Au final, Sébastien Pimon se plaît à imaginer une théorie existentielle en remplacement de la théorie des sources du droit et l'ensemble des conséquences, des ouvertures que cela pourrait engendrer pour notre science du droit. Je n'ai pas le temps, évidemment, de résumer. Pour sa part, Raphaël Seguimoto et Herculano dégagent la posture critique de Foucault face à notre représentation juridique du pouvoir. Trop centré sur l'État, le pouvoir dans notre représentation aurait manqué le saut historique de la modernité. Au tournant du XVIIe, il ne s'agira plus de gouverner l'État et son territoire, mais la population. Le contexte l'impose, le pouvoir est moins en proie à des menaces extérieures qu'à des dissidences internes. La notion de biopouvoir permet à Foucault d'expliquer ce recentrage du pouvoir sur le gouvernement de la vie des individus. Je ne détaille pas, je prie Raphaël de bien vouloir m'en excuser. Alors ce premier temps se termine avec le récit d'expérience de Marc Antaki, qui repose très précisément, non pas sur enseigner Foucault aux étudiants en doctorat, mais enseigner la posture du critique Foucault, et de revêtir cette posture même du critique. Notre collègue québécois, fabuleux, nous relate ainsi le déroulement et l'esprit du cours qu'il dispense et par lequel il demande à ses étudiants de se mettre face aux normes qu'on leur impose durant leurs études en maîtrisant le doctorat. Les canons universitaires exigent d'acquérir un savoir, d'avoir un point de vue original par rapport à lui, de dégager un cadre théorique pour finalement aboutir à une pensée critique. En mobilisant les écrits de Foucault et d'autres, l'étudiant est invité par Marc à une posture critique de ses exigences universitaires, autrement dit à faire du droit indiscipliné, à vivre le droit de façon radicalement différente. Cet exercice manifeste la finalité du cours,
qui est, nous le révèle Marc, d'opérer un travail de déprise sur la façon dont on est discipliné et dont on s'est discipliné pour réussir ses études. J'en viens, je m'en rends compte, sans transition aucune, ça tombe bien, on n'a plus le temps, par le deuxième point sur la posture de la critique normative de l'individu qui émane des écrits de Foucault. Et alors là, on a toute une suite de contributions, tout aussi intéressantes les unes que les autres, qui nous permettent de critiquer la norme de différentes manières, de différents points de vue, par différentes stratégies. Critiquer la norme, c'est d'abord la redéfinir. C'est peut-être l'enseignement de Mathilde Briard, qui prend le terrain du droit à l'autodétermination pour expliquer l'évolution de la norme juridique au regard de l'analyse foucaldienne. On assiste de nos jours à une redéfinition de la norme en ce domaine, que ce soit l'euthanasie, la gestation pour autrui ou le changement de sexe et de genre. La vérité biologique qui constituait le fondement de la norme juridique est supplantée par la vérité sociologique. La norme juridique progresse selon un investissement différent de la vérité, comme l'a montré Foucault. In fine, cette évolution pose problème car elle conduit à inverser la logique normative. C'est désormais les personnes qui déterminent leur corps et la norme qui est en charge de la gestion du corps. Autrement dit, la norme est passée de son terrain naturel de détermination des possibles, le droit à l'autodétermination, à une gestion de l'immédiat, du concret du corps, de son appropriation, alors qu'il s'agit là, normalement, traditionnellement, de l'emprise de la personne sur elle-même. Autrement dit, il est nécessaire ici, en tant qu'individu, de critiquer la norme en la redéfinissant et en retrouvant son sens originel, selon Mathilde. Cette posture normative critique sur la définition de la norme est d'autant plus nécessaire que Mathilde Briard en vient à se poser la question du gain de liberté au final qui est possible de mettre en doute. Critiquer la norme, c'est aussi la renverser. Et j'en viens alors à la communication d'Amélie Bescon qui propose une communication originale en ce qu'elle nous permet de comprendre qu'une posture normative critique peut être inconsciente, non voulue par l'individu. C'est le cas des femmes criminelles, plus généralement des monstres, que Foucault a analysés comme des individus appartenant à deux règnes normalement distincts, avec la critique qu'on peut émettre sur cette définition. C'est le cas de la femme infanticide, par exemple, qui apparaît comme un monstre dans la mesure où, d'un côté, la norme pénale repose sur la croyance ou présupposé que le délinquant est genré, et en l'occurrence, le genre du masculin, et d'autre part, parce que la femme est présupposée comme étant par nature douée d'un instinct maternel. En soi, la monstresse revêt une posture normatique critique de la norme pénale, qui en renverse le mécanisme et l'efficacité. Le droit pénal aboutit à une impasse, il est bloqué, ou alors réussit à résoudre le conflit en masquant la difficulté de la dangerosité de la femme criminelle, et en prenant donc une sanction largement artificielle, éloignée de la complexité des faits et de la personnalité du prévenu. Critiquer la norme, c'est aussi l'inquiéter. Hervé Couchot se questionne sur les normes du discours et se demande si un discours peut résister aux normes dominantes de son temps. Alors je prie de m'excuser auprès d'Hervé parce que j'ai surtout pris appui sur son résumé de communication qu'il m'avait fait parvenir un petit peu plus tôt. Donc si jamais il y a des petits changements, je changerai ici. Alors il prend l'exemple de la norme du discours qui oblige de citer les arguments de ses sources, en tout cas en tant que premier exemple dans sa communication. À défaut de citer ses sources, le plagiat est caractérisé normalement. Foucault critique ces normes du discours à propos de Marx, qu'il dit préférer citer sans guillemets, lui, et sans pour autant commettre de plagiat. Se déprendre de cette norme consiste alors à reprendre la pensée de l'autre, qu'on ne plagie pas pour autant. Deux énoncés peuvent-ils vraiment se reprendre, d'ailleurs, et disent-ils toujours la même chose lorsque le deuxième est la reprise du premier? Alors, du coup, est-ce que le plagiat existe vraiment? Voici la problématique du plagiat, qui est ainsi confrontée à la posture normative de la critique de la reprise. Alors, Hervé prend d'autres exemples, mais j'en viens à ma conclusion. Foucault démontre la possibilité de résister à un discours en inventant des normes qui en inquiètent d'autres, celles qui sont convenues dans le discours dominant.
Alors là, il faudrait faire la démonstration que j'ai zappée, je m'en excuse. Critiquer la norme, c'est aussi revendiquer. Raphaël Serre pose quant à lui cette question de la posture normative critique des dominés, des assujettis par la norme. Pour bien poser la question, il rappelle la conception du pouvoir chez Foucault, que nous connaissons bien maintenant. J'en viens à la conséquence. La conséquence, c'est que la revendication des dominés s'inscrit à l'intérieur de la pratique du pouvoir et également à l'intérieur de la fabrique de la norme. Autrement dit, revendiquer pour le dominé, c'est critiquer la norme, non du dehors, mais au cœur même de la production normative, parce que c'est au cœur de la production normative. Raphaël Serre prend l'exemple de la revendication des détenus et, dès lors, de l'engagement de Foucault par le GIP, lequel conduit à libérer la parole et à la diffuser, mais à réserver aux détenus eux-mêmes la revendication d'un changement du droit pénal et du droit et de la pratique carcérale. Il faudrait tirer d'autres conséquences de cela. Critiquer la norme, enfin, c'est la normer. Simon Lemoine, pour finir, achève de démontrer la complexité d'une posture critique de l'individu face à la norme. Et cela assez magistralement. Dans quelle mesure le désir propre à la personne d'être autonome n'est-il pas le fruit d'une attente de la norme elle-même? Notre posture d'affranchissement normative serait-elle prédéterminée, voire même nécessaire et orchestrée par la technologie normative du pouvoir? Foucault, une nouvelle fois, nous offre des outils puissants pour penser et agir. Le point de départ est problématique. La normalisation de l'individu est perpétuelle, car il s'opère à l'infini un glissement normatif, selon lequel l'individu qui parvient à se mettre sous la norme voit celle-ci muter et imposer une nouvelle norme moyenne. Dans ce sens, la norme devient alors un idéal à réaliser et non un simple interdit à respecter. La problématique se dédouble. Non seulement il s'opère un glissement normatif, mais en outre s'impose aussi un enrôlement de l'individu, le conduisant à s'investir personnellement dans la normalisation de soi-même. À cause de ces deux problématiques, la posture que nous adoptons, je cite Simon, en tant que sujet face aux normes est toujours déjà une posture en partie normée, y compris s'il s'agit d'une posture d'affranchissement. Les deux attitudes possibles pour s'en sortir, merci Simon, c'est alors jouer d'abord dans les marges de la norme ou réguler la norme qui me régule. Ces deux voies apparaissent restreintes, voire même illusoires. La seconde a néanmoins les faveurs de Simon Lemoine, à condition que subsistent, je cite, des espaces dans lesquels on puisse se faire sujet, se choisir un peu. Critiquer la norme, c'est alors normer à son tour, participer au jeu d'une normalisation avec le choix de perpétuer ou de renouveler les idéaux sous-jacents. Cette recherche de la contre-conduite normative, qui est une expression de Jean-François Bert, bon, il y avait plein d'autres citations, hein, évidemment, je ne les ai pas dites, Foucault l'amène dans ses derniers ouvrages. Dans le 3e tome de l'histoire de la sexualité consacré au souci de soi, Foucault étudie la culture de soi durant l'Antiquité. Non seulement il démontre l'importance de la normativité intime de l'être, de l'individu, à l'égard de lui-même chez les Grecs, mais il nous incite, peut-être, je me plais à le croire, en creux, comme une voie de dénormalisation sociale, à pratiquer au quotidien un travail normatif personnel, seule source d'une autonomie souveraine, voire d'une liberté recouvrée. La posture normative du critique ne doit pas entièrement être tournée vers autrui et les institutions. Elle démontre toute son efficacité lorsqu'elle a pour objet le soi. Les normes du dehors tomberaient-elles comme des mouches face au pouvoir des normes du dedans? Le critique sait mieux que quiconque choisir ses plats et s'enorgueillit avec force et aplomb, au bout d'un moment, de ne plus goûter celui des autres. Je vous remercie.